Bonjour Molim. Bonjour Rachel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le D-Day aujourd'hui, avec les dernières analyses du match qui opposera ce soir le Maroc à la France. Oui, avec des pronostics et des analyses sur l'issue de ce match qui fusent de partout et depuis déjà des jours. Des pronostics tout de même qui ne sauraient se faire sans connaître l'état d'esprit des joueurs et surtout de leur coach. Et le premier aujourd'hui que l'on présente, c'est Didier Deschamps, donc coach de l'équipe de France, et à travers Foot Mercato, qui relaie ce qu'il disait en conférence de presse. Le coach veut aujourd'hui se faire prudent face à une équipe marocaine qu'il dit ne pas être là par hasard. Et oui, un coach qui refuse l'euphorie car à ce niveau de compétition, les adversaires ont un niveau de jeu élevé et de qualité. Alors du côté du coach marocain, s'il y a cette fois-ci un mot à retenir, c'est la détermination. Et SNRT News nous indique même qu'il a bien insisté sur le fait que l'équipe nationale ne va pas se contenter des quarts de finale car l'objectif est de battre la France, mais surtout de remporter la coupe. Une équipe marocaine qui, précise le coach, refuse de faire preuve de simple figuration à ce stade de la compétition. Un jeu aussi qui aura une autre saveur tant ce sont des équipes qui partagent parfois un peu plus à l'extérieur du terrain, à l'image de cette amitié entre Hakimi et Mbappé, tous deux capitaines de leur équipe respective. Mais pour Hakimi, comme le précise le site Info, Mbappé n'est pas son ami sur le terrain, Machi Sahbi Ftiren. Il insiste, une phrase à l'image de cette détermination que l'on verra même sur le terrain ce soir. Mais si les joueurs devront tout de même gérer leurs émotions face à ce jeu qui sera sous le feu de tous les projecteurs, qu'en est-il des supporters? Un jeu, on le sait, qui nous fait parfois vibrer au-delà de la raison. Et d'ailleurs, à travers une tribune de tel quel, le psychologue Dr Hachem Tial essaie de nous expliquer au point, disons-le, psychologique, pourquoi le football provoque des émotions si fortes, parfois des insomnies, du stress intense. Et donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette disproportion, parfois tant les résultats du foot ne vont pas impacter directement notre vie, notre santé ou bien même notre travail. Alors, plusieurs raisons. D'abord, l'équipe nationale qui est le symbole de notre identité collective. Ce qui se joue sur le terrain devient le prolongement de nous-mêmes, de notre histoire, de notre identité. Le terrain aussi, c'est le miroir de nos traumatismes d'enfance. On y retrouve l'angoisse de la perte, de l'échec, de la séparation. Alors face aussi à un but, le corps se fige, le niveau d'alerte est maximal, comme s'il s'agissait d'un danger de mort réel. Et le coup de sifflet final libère aussi une quantité folle d'hormones. Si on gagne, c'est l'extase, le corps libère de la dopamine et des endorphines. Mais si l'on perd, c'est l'effondrement, à l'image, comme le disait Freud, d'un deuil. Alors ce soir, dans quel état d'esprit serez-vous? En maîtrise ou pas de vos émotions? En tout cas, comme on le voit à travers cette caricature de Guédard sur le 360, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que nous soutiendrons tous nos joueurs derrière nos écrans avec nos drapeaux, nos maillots sur nos dos, ces banderoles d'Imam Rib qui seront hissées vers le ciel. Et surtout, ce qui est sûr, c'est que ce soir, nous serons évidemment derrière les Lions de l'Atlas. On espère surtout qu'ils marqueront une nouvelle page de l'histoire. Oui, exactement. L'année prochaine, ils seront dans l'éphéméride, vous verrez. On parle également dans la presse de la régulation du marché des médicaments au Maroc. Oui, les règles changent concernant la gestion des médicaments et des pharmacies dans le pays. Et c'est une réforme qui souhaite, comme le précise encore une fois le 360, qui veut se mettre à niveau des standards de l'OMS. Alors les objectifs sont nombreux. L'idée, c'est de renforcer d'abord le cadre juridique qui renforce les contrôles des établissements comme du marché. Deuxièmement, établir un meilleur encadrement des crises sanitaires et enfin permettre l'exportation de médicaments fabriqués sur le sol marocain. Mais au sein de cette réforme, un point de tension, la fixation du prix de vente des médicaments. C'est ce que nous précise tel quel. Alors les pharmaciens aujourd'hui dénoncent surtout un passage en force alors que le secteur est déjà fragile économiquement. Alors les pharmaciens ne sont pas opposés à une meilleure offre pour les patients, mais ils considèrent que l'État doit en parallèle instaurer un filet de sécurité à travers des mesures d'accompagnement économique. Autre risque aussi, que les laboratoires retirent du marché marocain certaines molécules essentielles si les prix imposés par l'État ne couvrent plus leur coût de rentabilité. Une réforme qui affiche aussi moins de tolérance sur la délivrance des médicaments. Et comme nous le partage le matin en prenant l'exemple spécifique de cette molécule, la codéine, qui aujourd'hui ne se vendra plus sans ordonnance. Tolérance car en réalité sur le plan légal, une ordonnance
hein, ça a toujours été obligatoire pour obtenir ce médicament. Alors pour cause, un détournement de plus en plus fréquent de son utilisation auprès en particulier des toxicomanes, car elle agit directement sur le système nerveux central et crée des addictions. Mais autre problème aussi, eh bien, mettre fin à l'automédication des Marocains. En somme, une réforme en marche dont les résultats, on commence à le voir, sont plus ou moins visibles, mais qui doit aussi considérer à long terme la viabilité de tout un secteur aujourd'hui, eh bien, qui est tout de même fragile. La presse se demande aussi pourquoi le pétrole n'a pas rendu riches les pays africains qui en possèdent. Une question à laquelle tente de répondre une étude qui est partagée aujourd'hui par Novetic, car eh bien, cette étude a analysé plus de 13 pays producteurs de gaz et de pétrole et elle fait ce constat amer. Malgré les dizaines d'années d'exploitation, le modèle extractif n'a apporté aucun des bénéfices promis aux populations locales. Et la réalité est que ce modèle crée d'abord une concentration des richesses au niveau des élites, mais aussi des multinationales. Deuxièmement, il y a aussi cette instabilité économique qui fait que l'on dépend de la fluctuation des cours mondiaux. Et enfin, ce sont aussi le problème des besoins nationaux qui ne sont pas couverts alors qu'on exporte massivement du brut vers les marchés étrangers. Et enfin, il y a le risque aussi de la destruction de la biodiversité des écosystèmes. Et justement, face à ce point en particulier, des voix s'élèvent. Aujourd'hui, APA News nous précise qu'en Ouganda, des fermiers ont saisi surtout la haute cour britannique pour tenter d'empêcher la mise en service de l'oléoduc est-africain dit EACOP des fermiers, et ils sont seulement 4 aujourd'hui face à cette infrastructure qui est destinée à l'exploitation des réserves pétrolières ougandaises estimées à plus de 6,5 milliards de barils. Oléoduc développé en partie par Total Energy et des compagnies pétrolières nationales de l'Ouganda et la Tanzanie, d'agriculteurs donc qui dénoncent, comme on le voit, eh bien, des entreprises aujourd'hui qui financent le dérèglement climatique, et c'est le point sur lequel ils veulent insister car ils considèrent aujourd'hui que ce projet viole le droit constitutionnel, environnemental et climatique de l'Ouganda. Mais il y a tout de même un acteur qui pourrait changer la donne de l'industrie pétrolière sur le continent. Évidemment, c'est l'industriel nigérian Aliko Dangote. Aliko Dangote qui a choisi, nous précise la Nouvelle Tribune, le Kenya pour mettre en place son projet géant de raffinerie. Un projet qui nécessiterait plus de 20 milliards de dollars d'investissement sur une durée de travaux estimée à 3 ans. Alors, on le sait qu'il hésitait entre le Kenya ou la Tanzanie. Dangote a préféré le Kenya, en particulier d'installer sa raffinerie sur l'île de Lamu, au large des côtes kenyanes, pour des raisons de marché, logistique et d'infrastructure, même si la réalité opérationnelle est questionnée, car il faut trouver des financements. Mais cette raffinerie pourrait tout de même transformer la souveraineté énergétique du continent. Une souveraineté encore trop fragile, alerte Kamel Koné, dirigeant pétrolier ivoirien, et il l'alerte dans une tribune du Point, car pour lui, cette dépendance aujourd'hui n'est pas conjoncturelle et surtout structurelle, et elle tient en 3 facteurs. Le premier, une insuffisance des capacités de raffinage et de transformation. Deuxièmement, le manque de structuration financière pour accompagner les entreprises locales du secteur, et surtout un déficit de compétences techniques formées localement à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Alors une question lui est posée, est-ce que la ZLECAf est la solution, en tout cas une intégration continentale réelle est sûrement la réponse à de nombreux freins au développement socio-économique du continent qui encore aujourd'hui dépend beaucoup de la rente pétrolière. Nous sommes aujourd'hui, Mariam, le jeudi 9 juillet 2026, une date qui peut-être fera date, on le sait, mais en attendant que ce soit les Lions de l'Atlas qui soient dans l'éphéméride, quel autre 9 juillet peut-on retenir dans l'histoire? En attendant Rachid l'année prochaine, pour essayer, on le souhaite, de parler de cette nouvelle éphéméride, aujourd'hui, je vais tout de même vous raconter l'histoire du plus jeune pays au monde. Et ce pays, c'est le Soudan du Sud, qui sera reconnu officiellement par la communauté internationale le 9 juillet 2011. Car depuis les années 50, le nord et le sud du Soudan s'affrontent dans 2 longues guerres civiles. Au total, ces conflits feront plus de 2 millions de morts. En 2005, un accord de paix prévoit enfin un référendum d'autodétermination, et 6 ans plus tard, près de 99% des électeurs choisissent l'indépendance. Depuis, le jeune État a traversé de nombreuses épreuves, mais il continue aussi de construire son identité qu'il essaie de faire briller à l'international, par exemple sur les terrains de basket. En 2024, les Bright Stars offrent au pays sa première qualification aux Jeux Olympiques. Derrière cet exploit, Luol Deng, ancien joueur de la NBA, qui finance lui-même une grande partie de la fédération et réunit même dans une même équipe des joueurs issus de communautés
longtemps opposés. Le pays est aussi rayonne à travers les podiums du monde entier. Des beautés noires comme Alek Wek, Anok Wai ou Aduk Akesh sont aujourd'hui des mannequins que s'arrachent les plus grandes marques et qui ont contribué à redéfinir les standards de beauté. Entre le Maroc aussi et le Soudan du Sud, c'est également un lien qui a été scellé par la visite historique en 2017 de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la capitale Juba. Alors le 9 juillet 2011, c'est la naissance d'une nouvelle nation qui continue aujourd'hui de faire face à d'immenses défis, mais qui poursuit pas à pas la construction de son avenir. Merci beaucoup, Myriam Kokaina. C'était la revue de presse.